Les dépliants colorés tremblaient légèrement dans les mains de ma fille pendant qu'elle forçait ce sourire de mauvaise vendeuse. Je suis Marguerite Delvaux, 68 ans, architecte à la retraite et veuve, mais mon esprit reste affûté comme un scalpel. Elle pense qu'elle me manipule, elle ne sait pas qu'elle vient de réveiller une géante endormie. Nous étions dans le salon de la maison que j'ai moi-même dessiné, brique par brique, il y a 35 ans à Lyon. Le soleil de l'après-midi entrait par les grandes fenêtres, illuminant la poussière qui dansait dans l'air et le visage anxieux de Céline, ma fille unique, la petite que j'ai bercée, que j'ai éduquée avec tous les sacrifices du monde après que son père, mon cher Pierre, soit parti trop tôt. Maintenant, elle se tenait là debout sur mon tapis persan, essayant de me vendre l'idée de ma propre mise au rebut, comme si c'était un forfait vacances. « Maman, regarde comme c'est merveilleux », disait-elle en pointant la photo de 2 personnes âgées souriantes jouant au domino dans un jardin générique. La résidence L'Automne Doré. Le nom est joli, non? La directrice est adorable, très attentionnée. Ils ont une infirmerie 24 heures sur 24, une diététicienne et regarde, des cours d'aquagym et de peinture. Tu as toujours aimé l'art, tu te souviens? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Céline avait 40 ans, vêtue de ce tailleur cher qu'elle avait acheté avec l'argent que je lui avais prêté et qu'elle n'avait jamais rendu. Ses yeux ne rencontraient pas les miens. Ils parcouraient les murs du salon, évaluant les tableaux, calculant mentalement combien vaudrait le lustre en cristal, imaginant peut-être comment ce salon serait sans la vieille qui gâchait la décoration moderne qu'elle voulait tant imposer. « Tu vas adorer, maman », insistait-elle, la voix montant d'une octave, trahissant sa nervosité. « Il y a des gens de ton âge, tu te plains toujours de te sentir seule dans cette grande maison. C'est dangereux, tu sais. Et si tu tombais? Et si tu oubliais le gaz allumé? Je suis là-bas dans mon appartement de l'autre côté de la ville avec le cœur serré. Je ne peux même pas travailler correctement, tellement je m'inquiète. » J'ai soupiré, sentant le poids de ces mots. Inquiétude. Quel joli mot pour déguiser l'avidité et la commodité. Je n'étais pas gaga. Ma santé, hormis une petite douleur au genou quand il pleuvait, était de fer. Je conduisais ma propre voiture, je faisais mes courses, je m'occupais de mes plantes et je donnais encore des consultations informelles à d'anciens collègues de profession. Mais pour Céline, j'étais devenu un fardeau, ou plutôt un obstacle entre elle et le patrimoine que son père avait laissé. J'ai pris le dépliant de sa main. Le papier était épais, brillant. Luxe et confort pour l'âge d'or, disait le slogan. Le prix de la mensualité, qui n'était pas imprimé là, devait être exorbitant. Mais bien sûr, Céline ne s'inquiétait pas du coût. Elle savait que ma retraite et le loyer des 2 appartements commerciaux que je possédais couvriraient la dépense, avec du reste. Ce qui resterait, elle l'administrerait. C'était le plan, n'est-ce pas, Céline? Mais pendant que je regardais la photo de cette dame souriante jouant au domino, quelque chose s'est déclenché en moi. Si je disais non, que se passerait-il? Céline ferait un scandale. Elle commencerait à venir ici tous les jours, trouvant des défauts, créant des situations pour prouver que j'étais incapable. Elle pourrait même tenter une mise sous tutelle judiciaire, alléguant que je suis sénile. Très bien, Céline. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle a cligné plusieurs fois des yeux, comme si elle n'avait pas compris le français clair que j'utilisais. « Comment » a-t-elle balbutié. J'ai dit « très bien », ai-je répété, gardant mon visage serein. Tu as raison. Cette maison est trop grande. Peut-être qu'il est temps pour moi de me reposer. L'expression sur le visage de ma fille était un mélange comique de choc et de triomphe. Sérieusement, maman, tu vas vraiment y aller sans te battre? Pourquoi me battrais-je avec quelqu'un qui ne veut que mon bien? Ai-je demandé avec une douceur qui contenait une goutte mortelle de poison. Si tu dis que c'est un bon endroit, je te crois. Tu es ma fille. Tu ne ferais jamais quelque chose pour me nuire, n'est-ce pas? Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Le son du verrou tournant fut le premier acte de ma nouvelle vie. Je suis allée jusqu'à l'armoire, mais pas pour prendre des vêtements. J'ai écarté les cintres avec mes manteaux d'hiver et j'ai ouvert le fond secret que j'avais moi-même conçu il y a des années. Là se trouvait mon petit coffre. J'ai tapé la combinaison et la porte s'est ouverte avec un clic doux. À l'intérieur, il y avait des papiers, des actes de propriété,
Des documents bancaires de compte dont Céline ne rêvait même pas qu'ils existaient. Des investissements que j'avais faits silencieusement au fil des décennies. Et le plus important, mon passeport italien qui était valide. J'ai tout pris et je l'ai mis dans une mallette en cuir discrète. Puis j'ai ouvert ma valise de voyage ancienne, celle en cuir résistant qui m'avait accompagnée dans des voyages en Europe quand j'étais jeune et pleine de rêves. J'ai commencé à y mettre mes vêtements, mes chemises en soie, mes pantalons en lin bien coupés, mes foulards colorés, mon ordinateur portable, ma tablette et mon carnet de croquis. Je me suis regardée dans le miroir de la coiffeuse. Mes cheveux blancs étaient coupés en carrés élégants. Les rides sur mon visage racontaient des histoires de rires et de soucis, mais mes yeux châtains brillaient d'une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Tu n'es pas une petite vieille sans défense, Marguerite », ai-je chuchoté à mon reflet. « Tu es une stratège en terrain ennemi. » J'ai fermé la valise et je suis sortie. Céline m'a aidée à descendre les 3 marches de la véranda. J'ai regardé mon jardin, les azalées qui commençaient à fleurir. « Au revoir, maison », ai-je murmuré. Pendant que la voiture s'éloignait et que je voyais ma maison diminuer dans le rétroviseur, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti une froide et calculée anticipation. Céline voulait que je sois une petite vieille docile dans un dépôt de gens. Eh bien, elle aurait sa petite vieille. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Mais Marguerite Delvaux, l'architecte qui a construit des fondations dans des marécages et des gratte-ciel antisismiques, était sur le point de démolir la certitude de tous. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le portail électrique en fer s'est refermé derrière la voiture de ma fille avec un bourdonnement métallique qui a sonné comme une sentence finale. J'ai vu les feux arrière de son SUV tourner au coin, sans aucun coup de frein, sans une seconde d'hésitation. Elle n'a pas regardé en arrière. Céline avait hâte de retourner à la vie qu'elle croyait venir de conquérir. Je suis restée là debout dans la réception, avec un sol en carrelage beige trop brillant et une odeur de désinfectant à la lavande bon marché, tenant ma valise en cuir comme si c'était mon bouclier. La directrice, une femme appelée Madame Rousseau, avec un sourire aussi rigide que ses cheveux laqués, est venue vers moi en claquant des talons. « Madame Delvaux, soyez la bienvenue », a-t-elle dit en parlant fort et lentement, comme si j'étais sourde ou avais la compréhension d'un enfant de 5 ans. « Nous allons vous conduire à votre chambre. Elle est magnifique, vous allez adorer. Les filles vont servir le goûter de l'après-midi. Gélatine et petit beurre. » J'ai souri. Mon meilleur sourire de mamie inoffensive. « Merci, ma petite. Je suis un peu fatiguée. » Le voyage a été long. J'ai menti, car le voyage avait duré moins d'1 heure. J'avais besoin d'être seule. J'avais besoin de cartographier le terrain. La chambre 104 était propre, stérile, impersonnelle. Elle avait un lit simple, étroit, une armoire encastrée en aggloméré et un fauteuil qui semblait avoir été acheté dans une liquidation d'hôpital. La fameuse vue sur le jardin était en réalité une fenêtre donnant sur un patio en ciment avec 3 ou 4 pots de plantes luttant pour survivre. Pour une architecte qui avait passé sa vie à valoriser la lumière naturelle et l'intégration avec la nature, c'était une insulte esthétique. Mais pour ma stratégie, c'était parfait. C'était une cellule, oui, mais c'était une cellule où personne ne me surveillerait vraiment, parce que personne ne surveille ceux qu'ils considèrent comme insignifiants. Dès que l'infirmière est sortie, en fermant la porte avec un « si vous avez besoin de quoi que ce soit », appuyez sur le bouton rouge. Ma posture a changé. La dame courbée a disparu. J'ai jeté la valise sur le lit et je l'ai ouverte. Je n'ai pas sorti les vêtements en premier. J'ai sorti mon ordinateur portable ultra fin et le modem portable Internet haut débit que je gardais pour mes voyages de consultation. Céline avait annulé l'Internet de ma maison ce matin. Je le savais, mais elle avait oublié que le monde ne dépendait pas de son Wi-Fi à elle. J'ai connecté l'équipement. La lumière bleue a clignoté de manière stable. J'étais en ligne. Le monde extérieur pensait que j'étais rangée sur une étagère, mais j'étais plus connectée que jamais. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir le système de surveillance de ma maison. Céline pensait qu'elle était maligne, mais elle n'a jamais prêté attention aux détails. Il y a 2 ans, quand j'ai rénové la partie électrique de la grande maison, j'ai installé des caméras discrètes de la taille de boutons à des points stratégiques dans le salon, à l'entrée, dans mon bureau
et sur la véranda. L'application sur mon ordinateur a ouvert les images en temps réel. Ce que j'ai vu a fait tourner mon estomac. Pas de tristesse, mais de dégoût. Céline était déjà là, et elle n'était pas seule. Le petit ami du moment, un garçon qui avait l'air de n'avoir jamais travaillé un jour de sa vie, était affalé sur mon canapé en cuir italien, avec les pieds sur la table basse. Il buvait un vin. Je reconnaissais l'étiquette. C'était un Brunello de la cave de mon défunt Pierre. Un vin que nous gardions pour une occasion spéciale. La vieille n'a même pas protesté. J'ai entendu la voix de Céline par le système audio. Cristalline. Je pense qu'elle était déjà gaga. C'était trop facile. « Et la procuration ?» a demandé ce Kevin, en faisant tourner son verre. « Demain, je la porte chez le notaire. Elle a signé tout ce que j'ai mis devant elle la semaine dernière en disant que c'était pour la mutuelle santé. La maison est à nous, mon amour. On va la vendre, prendre l'argent et voyager. » J'ai senti une larme chaude couler sur mon visage, mais je l'ai essuyée du revers de la main avant qu'elle n'atteigne mon menton. La trahison d'un enfant est une douleur qui n'a de nom dans aucun dictionnaire. Mais entendre la confirmation du complot là en direct a transformé cette douleur en quelque chose de solide, de froid et de tranchant comme l'acier. Je n'étais plus sa mère à ce moment-là. J'étais Marguerite, la femme qui avait géré des chantiers avec 300 hommes, la femme qui avait négocié des contrats de millions dans un monde dominé par des hommes machistes. J'ai fermé l'onglet des caméras et j'ai ouvert celui des banques. Céline avait accès à mon compte courant principal où tombait la retraite de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et où je déposais une pension généreuse pour elle. Le solde diminuait rapidement, virements instantanés, paiement de factures qui n'étaient pas les miennes. J'ai laissé faire. C'était l'argent du silence, le prix pour qu'elle pense avoir gagné. Ce qu'elle ne savait pas et n'a jamais su, c'était le compte d'investissement que je maintenais dans une banque digitale, fruit de la vente d'un terrain hérité de mon grand-père et de décennies d'investissements intelligents, et encore moins le compte joint que j'avais avec un ancien associé de cabinet qui fonctionnait comme un fonds d'urgence blindé. J'ai regardé le solde total de mes réserves cachées. C'étaient des chiffres qui me garantissaient non seulement le confort, mais le pouvoir. Le pouvoir d'engager les meilleurs avocats, le pouvoir d'acheter cet asile si je voulais, le pouvoir de détruire la vie facile que Céline planifiait. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. La lumière fluorescente blanche était impitoyable. Pendant des années, Céline m'avait fait me sentir coupable de vieillir. Petit à petit, son impatience avait miné ma confiance. J'avais commencé à croire que peut-être j'étais vraiment en train de devenir lente, dépassée, un poids. Combien de fois m'étais-je tue au déjeuner du dimanche pour ne pas déranger? Je me suis diminuée pour qu'elle puisse se sentir grande. Quelle erreur monumentale! Tu n'es pas une petite vieille sans défense, Marguerite, ai-je murmuré à mon reflet. Tu es une stratège en terrain ennemi. La société a une façon curieuse de gérer les femmes âgées. Nous devenons invisibles. Ils passent près de nous dans la rue sans regarder. À la banque, ils parlent avec notre accompagnateur, pas avec nous. Ils nous traitent comme de grands enfants ou comme des meubles anciens. Mais l'invisibilité est un super pouvoir si on sait l'utiliser. Personne ne se méfie de la mamie qui tricote dans le coin du salon. Ils pensent que ma vie est finie parce que je suis entrée ici. Ils ne savent pas qu'en m'enlevant de la scène, ils m'ont donné la loge parfaite pour observer et orchestrer leur chute. 1 semaine s'était écoulée depuis mon internement volontaire. 1 semaine où j'avais été la petite vieille parfaite. Je mangeais la gélatine sans saveur. Je participais aux cours de peinture en dessinant des petites maisons de travers et je souriais aux infirmières avec la gratitude de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. Mais dans le silence de la chambre 104, la guerre était menée. C'est au petit déjeuner dans le réfectoire collectif que j'ai observé les autres résidents. Dans le coin de la salle, j'ai vu une dame qui devait avoir environ 75 ans, impeccablement vêtue d'un cardigan en laine, les cheveux peignés, qui lisait un journal. Pas la partie des potins, mais le cahier économique. Elle ne parlait avec personne. Elle observait simplement avec un regard critique par-dessus ses lunettes tout en buvant son café noir. Je reconnaissais ce regard. C'était le regard de quelqu'un qui savait des choses. Je me suis levée, j'ai pris ma tasse de thé que j'avais moi-même préparée avec mon sachet apporté de la maison et j'ai marché jusqu'à sa table. « Puis-je m'asseoir » ai-je demandé. Elle a baissé le journal lentement et m'a analysé de haut en bas. Elle a vu mes vêtements en lin,
Elle a vu que je ne portais pas les pantoufles que l'asile fournissait, mais mes chaussures en cuir souple. Si c'est pour parler des douleurs au dos ou des petits-enfants ingrats, la table de l'autre côté est meilleure, a-t-elle dit sèchement. J'ai souri. Elle m'a plu immédiatement. Je préfère parler du taux d'intérêt et de comment l'architecture de ce bâtiment est une honte pour l'ingénierie moderne, ai-je répondu. Ses yeux ont brillé. Un léger sourire est apparu au coin de sa bouche. Elle a indiqué la chaise en face d'elle. Je suis Geneviève, ancienne professeure de mathématiques à l'université publique. Et vous avez l'air de quelqu'un qui est ici par erreur ou par vengeance. Je me suis assise en ajustant la serviette sur mes genoux. Je suis Marguerite, architecte, et disons que je suis ici en mission de reconnaissance de terrain. Geneviève a ri doucement. Intéressant. Je suis ici parce que mes neveux pensent que je suis folle de dépenser mon argent en voyage et de ne rien leur donner. J'ai décidé de venir ici pour dépenser leur argent en payant cette mensualité absurde pendant que mon argent rapporte des intérêts composés. Il semble que nous ayons quelque chose en commun, Geneviève. Qu'est-ce que tu trames, Marguerite? J'ai vu comment tu as regardé la caméra de sécurité dans le couloir. Tu sais où sont les angles morts? Je trame une petite révolution, ai-je confessé en baissant le ton de ma voix. Mais je vais avoir besoin de quelqu'un qui sache calculer les probabilités et les risques. Geneviève a plié le journal méticuleusement. Ma chère, je n'ai rien à faire à part attendre l'heure du bingo que je déteste. Compte sur moi. L'ennui me tuait plus vite que le cholestérol. Ce jour-là, Céline a organisé une visite d'acheteurs potentiels pour la maison. La probabilité qu'elle essaie de conclure l'affaire aujourd'hui est de 90%, a dit Geneviève en ajustant ses lunettes et en regardant l'écran de mon ordinateur portable. Laisse-les essayer, ai-je répondu. Voyons comment ils gèrent une maison qui a sa propre personnalité. Sur l'écran divisé, j'ai vu mon salon. Il était 14 heures d'un mardi étouffant. Céline était là vêtue d'une robe en soie que je lui avais achetée pour un anniversaire passé, essayant d'impressionner un jeune couple. Le mari semblait travailler dans la finance, gilet et montre chère. L'épouse regardait le plafond avec un air de supériorité, calculant combien coûterait de démolir les murs que j'avais érigés. Le système de climatisation centrale est d'origine, mais a été entièrement modernisé. J'ai entendu Céline mentir. La maison est très fraîche. J'ai souri à Geneviève. L'heure du spectacle. J'ai accédé à l'application de domotique résidentielle. J'avais moi-même conçu le système électrique de la maison il y a 3 ans. Céline pensait que c'était juste un thermostat numérique au mur, mais c'était le cerveau de la maison. Avec 3 clics, j'ai désactivé le refroidissement et j'ai allumé le chauffage au maximum, verrouillant le panneau de contrôle manuel pour que cela ressemble à une erreur du système. Sur l'écran, la réaction a été immédiate. L'homme au gilet a commencé à tirer sur son col. La femme s'éventait avec le dépliant de la propriété. Céline, visiblement en sueur, courait jusqu'au thermostat en appuyant sur les boutons avec force, le sourire de vendeuse commençant à fondre avec le maquillage. « Ce doit être un ajustement temporaire, a-t-elle dit, la voix défaillante. Je vais ouvrir les fenêtres. »« Ah non, tu ne vas pas, ma chérie, ai-je murmuré. J'ai activé les persiennes automatiques de sécurité. Elles sont descendues avec un fracas métallique, bloquant la lumière du soleil et transformant le salon en serre sombre et étouffante. Le couple s'est regardé, effrayé. « Partons, mon amour, » a dit la femme de l'acheteur en prenant son sac de marque. « Cet endroit a une mauvaise énergie et c'est un four ici. »« Attendez, ce n'est qu'un détail technique, » Céline a supplié, mais le couple marchait déjà vers la porte d'entrée et c'est là que j'ai donné le coup de grâce de l'après-midi. J'ai activé le système d'irrigation du jardin intérieur, celui qui se trouvait dans le hall d'entrée sous la verrière. Les arroseurs programmés pour une brume douce ont été réglés sur jet maximum. L'eau a jailli, mouillant le costume de l'acheteur et la coiffure de l'épouse. J'ai ri. C'était un rire propre qui venait du fond de l'âme. « Échec, » a dit Geneviève. « Ce n'était pas mat, mais tu as retiré un cavalier et une tour de son échiquier. Dans les jours suivants, j'ai maintenu la pression, mais de manière chirurgicale. Je n'ai pas bloqué la carte de crédit que j'avais laissée avec elle. Cela soulèverait des soupçons trop rapidement. Au lieu de cela, j'ai utilisé l'application de la banque pour modifier les limites de transaction de manière aléatoire.
Un après-midi, elle a essayé de payer un déjeuner cher dans un restaurant français. La carte est passée. 2 heures plus tard, elle a essayé d'acheter une paire de chaussures italiennes. Transaction non autorisée. Kevin, le petit ami, n'a pas tenu 2 semaines de carte bloquée et de manque de vin cher. Il est parti en emportant la console de jeux vidéo. C'est vendredi, 10 jours après mon arrivée, que la première grande confrontation s'est produite. Céline est venue me rendre visite. Elle était abattue, les cheveux attachés en chignon mal fait et les cernes visibles même sous le maquillage. J'étais assise dans le jardin, le véritable, car j'avais découvert une porte latérale qui donnait sur une pelouse oubliée à l'arrière. « Maman !» s'est exclamée Céline en venant vers moi, les talons s'enfonçant dans l'herbe. « Pourquoi tu n'es pas dans ta chambre ?»« Je prends le soleil, Céline. »« La vitamine D est importante pour les vieux os, » ai-je répondu sans me lever. Elle s'est arrêtée devant moi, essoufflée, à regarder mes vêtements, ma posture droite. Quelque chose dans son regard a vacillé. Elle a ouvert son sac et a sorti un dossier bleu. Je connaissais ce dossier. « Maman, j'ai besoin que tu signes quelques papiers. Des autorisations du condominium de la maison. » Elle a tendu un stylo et une liasse de papier. Sa main tremblait légèrement. J'ai pris les papiers. Celui du dessus était effectivement une autorisation sans importance de la banque. Mais en dessous, habilement cachée, se trouvait une procuration de plein pouvoir beaucoup plus large que tout ce que j'avais jamais signé. J'ai ajusté mes lunettes de lecture avec un calme délibéré. Le silence s'est allongé. « Maman, signe juste. » Kevin m'attend dans la voiture. « Kevin ?» ai-je demandé en levant les yeux. « Ce garçon qui a mal au dos ?» Céline s'est figée. « Comment tu sais qu'il a mal au dos ?» J'ai souri. Un sourire énigmatique. « Les mères savent tout, ma chérie. Intuition. J'espère qu'il ne force pas trop sur la colonne vertébrale sur mon canapé du salon. Il est très moelleux. Il ne donne pas un bon soutien lombaire. » Les yeux de Céline se sont écarquillés. La couleur a fui de son visage. « Tu sais, Céline, je ne vais pas signer ça maintenant. »« Pourquoi pas ?» Elle a presque crié. « Maman, c'est urgent. » Curieux. Le texte dit « pouvoir pour aliéner les biens ». Depuis quand élaguer un arbre exige de vendre la maison? Céline est devenue blanche puis rouge. La rage a remplacé la peur. Elle s'est levée brusquement. « Tu es gaga, tu ne sais pas ce que tu lis. Je veux juste t'aider, bon sang. » J'ai déchiré la procuration en 2. Le son du papier se déchirant a été fort et définitif. J'ai déchiré encore et encore jusqu'à ce que ça devienne des confettis. J'ai jeté les morceaux dans l'herbe. Céline tremblait de haine. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose de terrible, mais Geneviève est apparue, venant du bâtiment accompagnée de Monsieur Leblanc et 2 autres résidents. « Un problème ici, Marguerite ?» a demandé Geneviève en fixant Céline avec ce regard de professeur qui recale un élève paresseux. Céline a reculé comme si elle avait reçu une gifle. Elle a tourné le dos et est partie en marchant à travers la pelouse, trébuchant dans les trous, l'image de la défaite. Le mois suivant passa comme un flou accéléré pour ma fille, mais pour moi, ce fut une période de construction méticuleuse. Du bunker de la chambre 104, j'ai assisté à la vie de Céline s'effondrer comme un château de cartes dans une tempête. Le petit ami Kevin n'a pas tenu 2 semaines de cartes bloquées et de manque de vin cher. Il est parti en emportant ce qu'il pouvait. Les factures d'électricité et d'eau que j'avais cessé de payer intentionnellement via le compte qu'elle contrôlait sont arrivées avec avis de coupure. La maison, ma maison bien-aimée, semblait la rejeter. Le portail électrique a grillé et le système audio s'allumait tout seul à l'aube en jouant de l'opéra au volume maximum. Céline était au bord de la crise de nerfs, acculée par les dettes et sa propre incompétence. Mais pendant ce temps, je découvrais quelque chose d'intéressant. En explorant les fichiers de gestion de la résidence, Geneviève et moi avons trouvé des anomalies. Madame Rousseau économisait sur la nourriture et les produits de nettoyage pour augmenter sa marge de profit personnel. Un audit simple que nous avons fait a révélé des trous intéressants dans les comptes. La résidence avait une dette importante avec la banque, mal gérée et dissimulée. C'est là qu'une idée audacieuse m'est venue. J'ai contacté mon gérant de banque de longue date et j'ai organisé une réunion vidéo confidentielle. En 1 semaine, tout était arrangé. J'ai acheté la dette de l'asile auprès de la banque.
Techniquement, je suis devenu l'associé majoritaire de cet établissement. Le conseil d'administration composé de quelques investisseurs passifs, qui ne se souciaient que des dividendes, a accepté ma proposition avec soulagement. Madame Rousseau serait démise de ses fonctions pour mauvaise gestion. Geneviève est devenue directrice financière. Monsieur Leblanc, l'ancien ingénieur naval du Quarto Sensis, qui regardait autrefois un mur blanc, est devenu mon gérant de maintenance non officiel. Les réformes ont commencé. J'ai embauché un vrai chef pour la cuisine. J'ai commandé des matériaux de qualité, j'ai créé un conseil de résidents où les décisions sur le menu, les activités et même la décoration étaient votées. L'odeur de désinfectant bon marché qui imprégnait la résidence a été remplacée par l'arôme de café fraîchement moulu et de pain au levain qui cuisait au four. Où il y avait le silence et des télévisions allumées sur des émissions pour hypnotiser les résidents, on entendait maintenant le son de travaux, de rires et de débats animés sur la politique et la littérature. Ce fut un mardi gris que Céline a décidé de faire son dernier coup, désespéré et imprudent. Mes alertes bancaires ont indiqué qu'elle avait essayé d'émettre un certificat de non-dette à mon nom ce matin-là, l'étape préalable à une vente frauduleuse. Je savais qu'elle viendrait. Par les caméras de sécurité que je contrôlais maintenant après avoir découvert que le mot de passe du système de l'asile était Admin 2023, j'ai vu sa voiture entrer dans le parking en faisant crisser les pneus. Céline est descendue en claquant la porte, le maquillage lourd essayant de cacher les nuits mal dormies, suivi par un homme petit en costume usé portant une mallette noire. Elle a marché jusqu'à la réception, ignorant le portier avec l'arrogance de quelqu'un qui pense encore commander au monde. « Je veux voir ma mère, Marguerite maintenant », a-t-elle crié à la réceptionniste en frappant sa main sur le comptoir. « Et appelez la directrice, j'ai des affaires urgentes. » La réceptionniste, une jeune fille que j'avais moi-même suggéré d'embaucher la semaine précédente, a levé les yeux calmement. « Vous avez rendez-vous ? Rendez-vous ? Je suis sa fille. J'appelle madame la directrice. » C'est à ce moment que la porte du bureau de la direction s'est ouverte. Mais ce n'était pas madame Rousseau qui est sortie. Madame Rousseau, avec ses cheveux laqués maintenant ébouriffés et tenant une boîte en carton avec ses affaires personnelles, est passée devant Céline la tête basse, le visage rouge de pleurs et de honte. « Rousseau !» Céline a appelé confuse. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin que tu autorises l'entrée de ce notaire. Ma mère doit signer. » Madame Rousseau s'est arrêtée, a regardé Céline avec un mélange de colère et de pitié et a lâché la phrase qui scellerait le destin de ma fille. « Ta mère ?» Madame Rousseau a ri. Un son nerveux et strident. « Madame Delvaux n'habite plus ici, Céline. Du moins, pas comme tu le penses. Comment ça, elle n'habite plus ?» La panique a déformé la voix de Céline. « Demande à la nouvelle propriétaire. » Madame Rousseau a pointé vers la porte ouverte du bureau principal. Céline est restée paralysée. Le notaire derrière elle a regardé sa montre, visiblement mal à l'aise. Avec les jambes tremblantes, ma fille a marché jusqu'à la porte de la direction. J'étais assise dans le fauteuil, pivotant en cuir exécutif, celui qui grinçait avant et qui était maintenant dûment lubrifié. Le bureau, autrefois rempli de papiers désorganisés et de miettes de biscuits, était propre, occupé seulement par mon ordinateur portable ouvert et un unique dossier rouge. Derrière moi, debout, Geneviève tenait une planchette avec l'air sévère d'une générale. Et Monsieur Leblanc, vêtu de son meilleur costume ancien, gardait la porte latérale. « Entre, Céline, ai-je dit, ma voix calme remplissant la salle. Nous t'attendions. Le café est frais si tu veux. C'est une torréfaction spéciale que j'ai fait venir, pas cette eau sale qu'il servait avant. » Maman, Céline a cligné des yeux, incapable de traiter l'image. « Qu'est-ce que tu fais là? Où est Madame Rousseau? Pourquoi tu es habillée comme ça? » Je portais un blazer de coupe impeccable et un foulard en soie italienne au cou. Je ne ressemblais pas à une pensionnaire. Je ressemblais à l'architecte en chef d'un grand cabinet, prête à licencier un stagiaire incompétent. Madame Rousseau a été licenciée pour mauvaise gestion et détournement de fonds, ai-je expliqué en croisant les mains sur le bureau. Un audit simple que Geneviève et moi avons fait a révélé des trous intéressants. J'ai racheté la dette de l'asile auprès de la banque, Céline. Techniquement, je suis l'associé majoritaire de cet établissement maintenant.
Le silence qui a suivi était si absolu que nous pouvions entendre le bourdonnement de la climatisation. Le notaire, percevant le terrain miné, a reculé de 2 pas vers la sortie. « Tu as acheté l'asile » Céline a chuchoté, la voix défaillante. « Avec quel argent ? Tu n'as que la retraite. Je vois le compte. »« Tu vois le compte que je veux que tu vois », ai-je corrigé en ouvrant le dossier rouge. « Tu n'as jamais été douée pour les détails, ma fille. Toujours concentrée sur le brillant, jamais sur la structure. J'ai sorti de l'intérieur du dossier une copie imprimée d'un document. Voici ce que tu as apporté aujourd'hui, n'est-ce pas ? Un acte de vente de ma maison, daté d'hier, avec ma signature grossièrement falsifiée. Céline a pâli. « Je n'ai pas, ce n'est pas, ne mens pas », ai-je coupé sèchement. « J'ai les images de la caméra de ton propre bureau à la maison. Toi en train de t'entraîner à signer mon nom sur une feuille de cahier pendant 2 heures hier soir. Marguerite, Marguerite, Marguerite. Tu oublies de mettre le point sur le i comme je le fais. » J'ai jeté les photos sur le bureau. C'étaient des captures d'écran en haute résolution. Céline courbée sur le papier, la langue entre les dents, essayant de copier ma calligraphie. Le notaire, voyant les preuves, a fait demi-tour et est sorti en courant par le couloir en claquant la porte de la réception. Nous ne sommes restés que nous, la mère trahie, la fille criminelle et les témoins silencieux. Tu allais commettre un crime, Céline. Escroquerie aggravée contre personnes vulnérables, de 2 à 7 ans de prison ferme. Ma voix n'avait pas de colère, seulement une déception froide et tranchante. Céline s'est effondrée sur la chaise des visiteurs en se couvrant le visage avec les mains. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas des pleurs de repentir, c'étaient des pleurs de quelqu'un qui avait perdu le jeu. Je n'avais pas le choix, maman. Kevin est parti, il a laissé des dettes à mon nom. L'usurier m'appelle. J'allais perdre ma voiture, mon appartement. J'avais besoin de vendre la maison. La maison que j'ai construite avec ma sueur et celle de ton père, ai-je répondu en me levant. Tu as eu tous les choix, Céline. J'ai payé tes études. Je t'ai donné un appartement, je t'ai donné de l'amour, et tu as choisi l'avidité. Tu as choisi de me jeter comme un vieux meuble pour prendre l'argent plus vite. Je me suis tournée sur mes talons pour lui faire face. Tu sais ce qui fait le plus mal ? Ce n'est pas l'argent, c'est que tu as pensé que j'étais stupide. Tu as pensé que la vieillesse avait emporté mon cerveau avec la jeunesse de ma peau ? Maman, pardonne-moi. Elle a sangloté en tendant la main. Je rends tout. Rentrons à la maison. Je vais m'occuper de toi, promis. Geneviève a laissé échapper un rire sec au fond de la salle. La probabilité que cette promesse soit vraie est statistiquement nulle, a-t-elle commenté en ajustant ses lunettes. Geneviève a raison, ai-je confirmé. Je ne vais pas rentrer à la maison avec toi, Céline. Cette maison est maintenant fermée. J'ai changé les serrures électroniquement ce matin. Tes empreintes digitales n'ouvrent plus la porte. Et j'ai annulé tes cartes additionnelles il y a 10 minutes. Céline a levé la tête, les yeux écarquillés de terreur. Quoi ? Mais où vais-je aller ? Je n'ai même pas d'argent pour l'essence. Tu as 40 ans, tu as un diplôme en droit et tu as une santé parfaite, ai-je dit implacable. Je suggère que tu commences à chercher un emploi. Le marché est difficile, mais j'ai entendu dire qu'ils embauchent des assistants à la boulangerie du coin. C'est un travail honnête, plus honnête que d'essayer de voler sa propre mère. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta fille, elle a crié en se levant, le visage tordu de haine. Le masque de victime est tombé, révélant le vrai visage. Tu es une vieille égoïste. Tu vas mourir seule, pleine d'argent. Je ne suis pas seule, ai-je répondu en pointant vers Geneviève, Monsieur Leblanc et vers la porte où maintenant des infirmières et d'autres résidents observaient, attirés par les cris. Tous me regardaient avec respect, avec admiration. Et concernant mourir, je me suis approché d'elle, envahissant son espace personnel avec une autorité qui la fait reculer. Je compte vivre encore très longtemps, ma chérie. J'ai un asile à administrer, des projets à dessiner et des voyages à faire avec mes amis. Toi, par contre, tu as un problème immédiat. J'ai pris une enveloppe blanche sur le bureau et je la lui ai tendue. Voici le billet de car pour Vichy, où tante Marcelle habite. Elle a accepté de te recevoir pendant 1 mois à condition que tu l'aides dans le ménage de la maison. C'est la seule aide que je vais te donner. Prends-le ou laisse-le. Céline a regardé l'enveloppe comme si c'était une bombe. Puis elle m'a regardée, cherchant n'importe quelle trace de la mère permissive qu'elle avait manipulée pendant des années.
Elle ne l'a pas trouvé. Elle a arraché l'enveloppe de ma main avec colère. « Je te déteste !» a-t-elle sifflé. « Je sais », ai-je répondu tranquille. La haine est le sentiment des faibles quand ils perdent le pouvoir. L'amour exige le respect et tu ne m'as jamais respecté. Maintenant, sors de mon bureau. J'ai une réunion sur le nouveau menu de la cafétéria dans 5 minutes et la soupe de légumes Fadas est définitivement annulée. Céline est sortie en tapant du pied, mais ses épaules étaient tombées. Elle savait au fond qu'elle avait été vaincue, non par chance, mais par compétence. Je l'ai vue par la fenêtre entrer dans la voiture, essayer de démarrer 3 fois avant que le moteur ne prenne et partir en faisant crisser les pneus une fois de plus. Mais cette fois, elle ne laissait pas une victime derrière elle, elle laissait une forteresse. Quand la voiture a disparu, j'ai senti un pincement au cœur. Bien sûr, c'était ma fille. Mais aussitôt après, j'ai senti la main de Geneviève sur mon épaule et l'odeur de café frais envahissant la salle. C'était chirurgical, a dit Geneviève. Ça a fait mal comme une extraction de dents, ai-je admis en m'asseyant à nouveau dans le fauteuil de la direction. Ça fait mal sur le moment, ça saigne un peu, mais après, quel soulagement. Je n'étais plus seulement une résidente, je n'étais plus la petite vieille de la 104. J'étais Marguerite, propriétaire, gestionnaire et finalement libre. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où j'avais pris le fauteuil de la direction, et l'odeur de désinfectant bon marché qui imprégnait la résidence L'Automne Doré avait été remplacée par l'arôme de café fraîchement moulu et de pain au levain qui cuisait au four. Là où il y avait le silence et des télévisions allumées sur des émissions pour hypnotiser les résidents, on entendait maintenant le son de travaux, de rires et de débats animés sur la politique et la littérature. Je n'avais pas seulement rénové le bâtiment, j'avais rénové l'âme de cet endroit. J'avais démoli les murs hauts de devant, les échangeant contre des grilles en fer forgé qui permettaient de voir la rue et d'être vu par elle. Le message architectural était clair. Nous ne sommes pas des prisonniers cachés de la société. Nous en sommes une partie vivante. Aujourd'hui, pendant que je marchais dans le couloir principal, j'ai salué Monsieur Leblanc, qui supervisait l'installation du nouveau système de chauffage solaire. Lui qui avant regardait le mur blanc en attendant la mort, marchait maintenant avec une planchette sous le bras et un crayon derrière l'oreille, se sentant à nouveau utile. À 72 ans, il était mon gérant de maintenance non officiel. Madame Delvaux, le fournisseur de carrelage, a livré le mauvais lot pour la salle de bain de l'aile sud, m'a-t-il prévenu avec le sérieux d'un amiral en bataille. Mais j'ai déjà fait retourner. Nous n'acceptons rien en dessous du standard ici. Vous avez très bien fait, Leblanc, ai-je souri. La qualité est non négociable. Je suis entré dans mon bureau, l'ancienne salle de Madame Rousseau, maintenant agrandie avec un mur de verre tourné vers le jardin intérieur. Je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai regardé la photo de mon défunt mari Pierre sur le bureau. « Tu adorerais cette pagaille, mon vieux », ai-je pensé. En parlant de Céline, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti l'enveloppe beige qui était arrivée hier. C'était un rapport mensuel de tante Marcelle. Céline habitait là-bas, dans une petite ville de l'intérieur à Vichy, où le signal du portable est mauvais et les ragots courent à pied. Selon Marcel, ma fille travaillait comme assistante dans une étude notariale locale. Une ironie du destin que j'avais pris soin d'arranger par un vieux contact. Elle passait la journée à tamponner des papiers et à authentifier des signatures véritables, gagnant un salaire minimum et apprenant à la dure la valeur de chaque centime. Il n'y avait pas de luxe, pas de Kevin, pas de vin Brunello, il y avait un quart bondé, une gamelle froide et la discipline stricte de tante Marcel qui n'admettait pas la paresse. Dans sa lettre, Marcel disait que Céline avait pleuré tous les jours la première semaine. S'était plainte la deuxième, mais à la troisième avait commencé à se lever à l'heure. « Elle a demandé de vos nouvelles », écrivait Marcel avec sa calligraphie dessinée. « Elle a demandé si vous vous alimentiez bien. Je pense que c'est la première fois en 40 ans que son inquiétude n'était pas sur combien vous dépensiez, mais sur comment vous alliez. J'ai senti un serrement dans la poitrine, cette petite douleur fantôme de mère qui ne disparaît jamais totalement. Je ne la détestais pas. La haine exige une énergie que je préférais dépenser à choisir le revêtement de la nouvelle cafétéria. Je ressentais de la pitié pour le temps qu'elle avait perdu à être futile et l'espoir que, loin de l'ombre de mon argent, elle découvre finalement qui était vraiment Céline. Peut-être que dans 1 an ou 2,
Nous pourrions prendre un café. Je paierai bien sûr, mais elle devrait prendre le car pour venir. Le plus impressionnant de ce voyage n'avait pas été seulement la récupération financière de l'endroit, mais le changement dans l'atmosphère humaine. Quand j'étais arrivée, j'avais vu des personnes âgées, infantilisées, traitées comme des mamies et des papis sans nom, sans histoire. C'étaient des paquets attendant la fin. Aujourd'hui, j'avais récupéré l'identité de chacun. Sur le badge des employés et sur les portes des chambres, il n'y avait pas seulement des noms, il y avait des titres. Monsieur Leblanc, ingénieur naval. Madame Dupont, professeur d'histoire. En leur redonnant le respect pour ce qu'ils avaient été, nous avions donné l'énergie pour être qui ils sont maintenant. Nous avions créé un conseil de résidents. Les décisions sur le menu, les activités et même la décoration étaient revotées. J'avais découvert que la démocratie est le meilleur remède pour la dépression gériatrique. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la fenêtre de verre. Dehors, dans le jardin que j'avais récupéré, j'ai vu un groupe d'étudiants en architecture de l'université locale. Ils venaient chaque semaine pour un projet d'échange que j'avais créé. Des jeunes de 20 ans conversant avec des ingénieurs et des artistes de 80 ans. L'échange d'expériences était vital, ils apportaient l'énergie et la technologie. Nous donnions la base, la structure et la patience. J'ai regardé vers le portail principal. Une voiture de luxe s'est arrêtée. Une femme est descendue, tenant la main d'un monsieur âgé qui semblait réticent. Je reconnaissais la scène immédiatement. La culpabilité, la hâte, la tentative de se débarrasser du problème. Je suis sortie du bureau et je suis allée jusqu'à la réception. La femme, élégante et anxieuse, parlait avec la réceptionniste. C'est que mon père a besoin de soins, vous savez, et je voyage beaucoup. On m'a dit qu'ici, c'est le meilleur endroit. Je me suis approchée, tendant la main au monsieur qui regardait le sol en tenant une petite valise. « Bonjour », ai-je dit avec ma voix ferme de propriétaire. « Je suis Marguerite, l'architecte et administratrice de cette résidence. Et vous, qui êtes-vous » L'homme a levé les yeux, surpris que quelqu'un parle directement avec lui et non avec sa fille. « Je suis Alberto. J'ai été pilote d'avion commercial pendant 40 ans. »« Pilote ?» me suis-je exclamé, vraiment intéressé. Comme c'est fascinant. Nous avons un groupe d'échecs qui a besoin de toute urgence de quelqu'un avec une pensée stratégique et des nerfs d'acier. « Vous jouez ?» Les yeux de M. Alberto ont brillé, une étincelle de vie se rallumant. Je joue et je n'ai pas l'habitude de perdre. Je me suis tournée vers sa fille qui semblait confuse d'avoir été exclue de la conversation. « Ma chère, vous pouvez laisser les papiers avec Geneviève. Monsieur Alberto va faire une visite avec moi. Ici, ce n'est pas un dépôt de bagages, c'est un club de vie. S'il aime, il reste. S'il n'aime pas, vous le reprenez. La décision lui appartient. » La femme est restée sans voix. Monsieur Alberto a redressé la colonne, a lâché la main de sa fille et a tenu la mienne. « Allons voir ce club, Madame Delvaux. » Le soir, nous avons organisé un dîner dans le patio. Longue table, nappe blanche, lumière suspendue dans les arbres. Le risotto aux champignons était divin. Et le vin, le vin était de qualité, choisi sur le volet par moi. Geneviève a porté un toast au profit. Monsieur Leblanc a trinqué à la nouvelle chaudière qui fonctionnait parfaitement. Moi, je suis restée simplement à observer. J'ai regardé mes mains marquées par le temps, tenant le verre en cristal. Céline avait pensé qu'elle m'enterrait quand elle m'avait amenée ici, avec ses dépliants colorés et ses sourires faux. Elle avait pensé qu'elle fermait le livre de ma vie. Elle ne savait pas qu'elle tournait simplement la page vers le meilleur chapitre. La vieillesse, j'ai appris, n'est pas le crépuscule. C'est juste une nouvelle forme de lumière, plus douce peut-être, mais qui permet de voir les choses avec beaucoup plus de profondeur. Ils essaient de nous jeter, de nous cacher, de nous faire taire. Mais ils oublient que nous sommes ceux qui avons construit les fondations du monde où ils marchent. Et tant que nous aurons le souffle, l'intelligence et un bon plan stratégique, nous sommes indestructibles. J'ai levé mon verre en direction de la pleine lune qui illuminait la résidence l'automne doré. Je n'ai pas trinqué au passé, ni à la vengeance. J'ai trinqué à la liberté d'être finalement et pleinement la maîtresse de mon propre destin. La vie commence vraiment quand nous arrêtons d'essayer de plaire à ceux qui ne nous méritent pas et commençons à construire le monde où nous voulons vivre. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait ?
N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.